Bonjour et bienvenue à la session d'information Prendre la décision. Cette session porte principalement sur l'intention des proches aidants qui envisagent la décision du placement d'un être cher dans un établissement de soins. L'ordre du jour aujourd'hui, nous allons parler la première partie. En fin de compte, il y a deux parties. La première partie est présentée par la Société de la démence et la deuxième partie est en partenariat avec le réseau local d'intégration des services de santé. Et c'est Lucie Lavigne qui va nous donner l'information pour la deuxième partie. Donc moi, aujourd'hui, je vais centrer sur le vieillissement normal, la démence, vous donner un aperçu en général de ce concept-là, l'expérience des proches aidants face à la démence et les soins qu'ils doivent donner à leurs proches, les sentiments associés à la prestation des soins, la fatigue de compassion, on sait très bien que ça a un impact direct non seulement sur la personne, mais aussi sur le proche aidant. Et quels sont les signes de stress et d'épuisement? Ensuite de ça, je vais toucher un peu en général sur la transition au déménagement. Comment on s'organise avec tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider. Et en gros, je vais parler un peu de nos programmes et nos services et comment nous rejoindre pour du soutien et des services. La deuxième partie, en partenariat avec le réseau local d'intégration et des services de santé, la coordonnatrice Lucie va pouvoir nous expliquer un peu, comprendre les soins à domicile et en milieu communautaire et comment on y accède. Parce que dans la communauté, les gens à qui on rencontre, souvent les personnes qui ont un diagnostic d'une démence présentent des changements, des symptômes, des besoins à différents stades de la maladie. De là, l'importance de pouvoir avoir un meilleur aperçu de ce qu'on a en fait de services de soutien pour les familles. Ensuite de ça, nous allons centrer sur comment puis-je accéder à ces soins à domicile et en milieu communautaire et quelles sont les étapes pour accéder aux soins de longue durée, qui est le but de cette présentation-là aujourd'hui. Donc, le vieillissement normal, les troubles cognitifs légers, la démence, ce sont des termes que vous avez probablement entendu parler au fil du temps. Le vieillissement normal pour tout le monde, comme vous pouvez voir la projection en haut, c'est assez stable. Il y a plus ou moins de changements. Et oui, c'est normal d'avoir des pertes de mémoire, d'avoir des changements au niveau physique, la vision, l'ouïe, la mobilité est plus réduite peut-être pour certaines personnes. Nous sommes tous uniques. Donc, nos changements que nous allons avoir au fil des années, quand je parle du vieillissement normal, varient d'une personne à l'autre. Quand je parle de la démence est un terme général qui englobe plusieurs fonctions cognitives, entre autres la mémoire à court terme, donc de là, les troubles cognitifs légers pour les gens au début du stade, même avant d'avoir un diagnostic de la démence, pourraient présenter des troubles de mémoire à court terme, mais non pas de troubles de problèmes avec leurs autres fonctions cognitives. Quand une personne a un diagnostic d'une démence, donc on sait bien présentement qu'une démence va avoir un impact sur des fonctions, non seulement la mémoire à court terme, sur la fonction du raisonnement, sur la fonction des désorientations avec le temps, notions abstraites, changement de personnalité. Il y a au-delà de 85 différents types de démence. C'est très complexe. Et comme on peut voir, les projections de différents types de démence, chaque personne est unique, chaque personne va avoir des changements différents, mais plus la maladie progresse, plus la projection dans les soins, les besoins de la personne augmente au fil des années. Donc, le vieillissement normal,
c'est des pertes de mémoire associées au vieillissement. Et quand on parle de la démence, dans le bas ici, ce sont les changements cognitifs qui ont un changement grave qui vont nuire aux activités quotidiennes de la vie. À cause de ça, c'est définitif que, en plus d'avoir un impact sur la personne qui a un diagnostic, l'impact est sur le proche aidant, la famille, les amis autour d'elle. Dans le cercle ici, ce sont des sentiments qui sont valables, qui sont ressentis par les proches aidants, donc des sentiments de frustration, des sentiments de culpabilité, le deuil. Et je dois vous dire, au début, même au tout début, quand une personne reçoit un diagnostic de la démence, c'est déjà une perte. C'est déjà difficile d'accepter le fait d'avoir ce diagnostic-là. Et il va y avoir des sentiments de frustration, de rage, qui sont difficiles à composer. Et les proches aidants, souvent, vont se pencher et se poser des questions comme: est-ce que j'ai pensé que je pourrais être la meilleure personne à donner les soins? Est-ce qu'on ne devrait pas prendre de pause pour moi? Est-ce que moi, je peux me permettre de me donner ce temps-là? Ça se peut très bien aussi que vous allez éprouver de la colère, de la frustration, non seulement envers vous-même, mais envers la personne. Pourquoi? C'est parce que souvent, quand c'est l'inconnu, c'est difficile de composer avec ça et les sentiments, les émotions, souvent prennent le dessus de tout ça. Et quand on ressent la frustration, la culpabilité, les pertes, c'est difficile de faire des décisions à travers toutes ces étapes-là. Souvent, il y a des gens, et parce que j'ai mentionné que chaque famille, chaque personne est différente, on va peut-être, dépendamment de notre situation, penser à placer la personne en soins de longue durée. Parce que dans votre situation, il y a d'autres éléments qu'on va parler plus tard qui ont un impact direct sur les soins que vous donnez et pour votre santé à vous-même. Est-ce qu'on va penser qu'on est capable? Pour combien de temps que je vais être capable de donner les soins? Est-ce que je dois vraiment penser à un réseau de soutien à un moment donné? Est-ce que je vais omettre de m'occuper de mes propres besoins pour justement prendre soin de la personne? Et souvent, on voit cet impact-là. Si vous éprouvez des sentiments de culpabilité, vous devez peut-être vous dire, peut-être que je fais de mon mieux. Vous parlez intérieurement, c'est tellement important. On manque de faire ça, on oublie de faire ça. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler, comme la maladie. Et comment puis-je faire pour m'aider à équilibrer justement mon quotidien quand je fais face à ces changements-là qui sont difficiles à composer? Des fois aussi, dans mon quotidien, quand j'ai ces sentiments-là et ces changements-là, face à ces manques de contrôle-là, je dois prendre un peu de recul. Je prends un respire, puis je prends juste quelques minutes, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la journée plus facile pour moi et pour la personne avec qui je donne les soins? Je vais parler de la fatigue de compassion, puis le terme compassion fatigue, vous n'avez probablement entendu parler, qui est de plus en plus populaire en termes d'information parce que la définition, en fin de compte, de la fatigue de compassion, c'est une érosion graduelle de notre empathie, de notre espoir et de notre compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. On peut penser à la fatigue de compassion comme un cycle d'épuisement physique et de surcharge émotionnelle. Et je dois vous dire, avec la démence, souvent, l'impact est au niveau beaucoup plus loin que ça. On parle au niveau, comme on a mentionné, émotionnel, physique, financièrement, psychologiquement, et l'isolement aussi a un impact énorme au niveau social.
Il faut toucher à tous ces éléments-là qui vont avoir des changements dans votre vie par rapport à la démence. Là, je vais toucher peut-être à quelques éléments. Puis quand je vais mentionner ces éléments-là, face à la fatigue de compassion, j'aimerais que vous pensiez un peu à, peut-être vous le vivez présentement, de reconnaître ces éléments importants. Donc, se sentir dépassé, désespéré, peut-être impuissant devant la souffrance de la personne. Quand on parle de la souffrance de la personne, souvent, ce qui est peut-être frustrant, dans l'autre, les éléments que j'ai mentionnés au niveau des sentiments, c'est qu'avec la démence, la personne ne reconnaît plus que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé. Elle est très centrée sur ses besoins et souvent, ça fait partie de la démence. Ce n'est pas de sa faute ni de la vôtre. Mais comment puis-je gérer tout ça? Mes sentiments de colère, d'irritabilité, ma tristesse et l'anxiété aussi, c'est difficile de composer avec ces changements-là quand je n'ai pas les outils ou des trucs ou des stratégies pour gérer mon quotidien et ces changements-là. Se sentir détaché de son environnement ou de son expérience physique ou émotionnelle, ça, on va en parler un peu plus tard. Le sentiment d'épuisement émotionnel, physique ou psychologique, on peut se sentir engourdi dans le sens que je n'arrive pas à faire de décision parce que lui, je suis tellement épuisée que je pense que je vais juste pas me prendre du temps pour moi-même ou même pour faire certaines décisions parce que je n'ai pas cette énergie-là présentement. Je n'arrive pas à penser, à raisonner même pour moi, même pour faire des décisions raisonnables. C'est évident que vous allez peut-être avoir des symptômes physiques comme des nausées, des étourdissements, des maux de tête. L'empathie aussi. L'empathie va être moins présente envers vous-même, envers les autres, envers la personne. Il va y avoir des sentiments d'hypersensibilité, donc le moindre petit changement, le moindre commentaire peut vous peut-être déclencher des pleurs, de la rage, de l'anxiété même. Chez la famille aussi, c'est qu'il peut y avoir des conflits de relations parce que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas tous les membres de famille qui sont sur la même longueur d'onde. Peut-être les frères et sœurs, les enfants pensent, ben non, maman est capable, elle peut prendre soin de papa, il n'y a pas de problème. Puis ça, c'est aussi un élément de déni. On va en parler de ça. De reconnaître aussi ces facteurs-là qui sont importants et de reconnaître ses limites. Se sentir moins efficace ou productif au niveau du travail, parce que quand on parle de proches aidants, c'est des proches aidants de tout âge. On parle de la génération sandwich souvent, surtout de ces temps-ci, où la fille qui doit travailler un travail temps plein, des enfants, en plus de ça, doit gérer le parent qui a une démence de stade moyen, qui vit peut-être encore dans son appartement, mais a besoin de soins réguliers et qui a un impact direct à tous les niveaux pour cette proche aidante-là. C'est possible que vous ayez des cauchemars. Les gens aussi vont prendre des médicaments pour gérer peut-être une dépression. Et des fois, on va peut-être aller à prendre consommation de vin, de toutes sortes de substances pour justement oublier certaines choses. Quels sont les signes de stress? C'est tellement important de remarquer ces signes de stress-là parce que ce sont des éléments qui vont peut-être vous aider à réaliser que, mon Dieu, je ne pensais pas que j'étais à ce point-là. Je ne pensais pas non plus que le stress pouvait causer tant de changements à tous ces niveaux-là. Donc, on va regarder dans la première case. Souvent, moi, je remarque au fil des années que le déni, surtout au début du stade de la maladie, c'est difficile de reconnaître que mon proche a ce diagnostic-là parce qu'ils sont physiquement, ils semblent
correct. Je peux avoir une petite conversation avec la personne et ça semble normal. Au fil de la progression, c'est là qu'on voit plus ces changements-là. Donc, la maladie, ses effets sur la personne atteinte. L'anxiété face au jour où peut-être que je vais devoir faire une décision, puis quand c'est l'inconnu, c'est difficile de gérer ces décisions-là pour plein d'autres raisons. La pression peut-être de la famille ou moi-même que j'ai dit jamais que je vais te placer et j'ai ce sentiment-là à l'intérieur de ne pas pouvoir m'ouvrir avec les autres et de reconnaître que peut-être que je ne peux plus faire ça. L'insomnie, vous vous réveillez durant la nuit, on pense à 56 000 choses, on a des cauchemars peut-être à ce sujet-là. Les problèmes de santé, chez certaines personnes, on va prendre ou perdre du poids. Même notre état de santé va en écoper. Et on peut avoir même des problèmes de santé chroniques à tous les niveaux. Et c'est lié, oui, c'est lié au stress. Dans la deuxième colonne, la colère envers la personne atteinte de la démence. La colère peut-être plutôt envers la situation, parce que si je perds le contrôle, je suis fâchée contre moi parce que je n'arrive pas à gérer tout ça comme j'étais supposée le gérer, parce que mes attentes sont peut-être trop élevées envers moi-même. La dépression, souvent, la dépression, c'est de se sentir triste, désespéré. De là, l'importance d'en parler à votre médecin de famille. Le médecin de famille va pouvoir vous aider non seulement pour vous-même, mais aussi pour la personne qui souvent va présenter des changements dans les stades précoces de la maladie, de dépression parce qu'elle est consciente de ces changements-là. Puis c'est pas toujours évident de reconnaître ces éléments qui vont affecter votre santé à tous ces niveaux-là. La réaction émotionnelle de pleurer pour un rien, être souvent irritable. Et comme j'ai mentionné, avec la fatigue de compassion, si je n'ai pas l'énergie, si je n'ai pas ces outils-là de pouvoir gérer à mon quotidien, ma façon souvent, quand il y a un changement, que je ne suis pas prête ou même que je pense que je suis prête, je vais souvent le présenter en émotion. Puis ma logique n'est pas toujours là. C'est pas évident. Ça ne va pas tout le temps ensemble. L'agitation, avoir de la difficulté à se détendre, à dormir, parce que je pense continuellement. Le retrait social, donc on va s'isoler, on va avoir plus tendance à vouloir demeurer chez nous parce que par peur de se faire juger peut-être par d'autres. L'épuisement, avoir la peine, l'énergie nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes. Comment puis-je faire pour ça? Est-ce que je peux accepter que d'autres sont là pour m'aider? Le manque de concentration dû à l'épuisement, d'accomplir des tâches quotidiennes, même complexes. Puis quand je parle de complexe, c'est souvent ça a affaire aux finances peut-être, d'arriver à gérer. Même de penser que, bon, un jour, est-ce que je dois penser à vérifier mes procurations pour mes soins, mes biens, mes procurations pour mon être cher, que si un jour, cette personne-là n'a pas les capacités de faire ses décisions, est-ce que j'ai ça en bonne et due forme? Y penser aussi à ne pas arriver à ralentir ses réflexions, de libérer son esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer tout ça? À cause de ces changements-là, ça nous amène justement à la transition au déménagement. C'est pas tout le monde qui pense à ça, mais je pense que ça apporte les gens peut-être à y penser parce que c'est clair, et je suis certaine que mes collègues de la Société de la démence vont me soutenir là-dessus, et aussi le partenaire en soins de longue durée, Lucie, vous ne pouvez pas faire ça seul. On a besoin d'un réseau de soutien pour y arriver. On va en parler un peu de ça. Donc, quand on est bien, on ne pense pas au déménagement parce qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'aller chercher ces ressources-là.
Mais on sait très bien que la plupart des personnes atteintes de démence, c'est sûr qu'elles veulent rester à la maison. Tout le monde, on veut tous rester à la maison. Il n'y a personne au monde qui veut déménager ailleurs parce que c'est déjà une décision qui est difficile à prendre et que dans nos plans de futur, ben, on veut toujours pouvoir avoir un certain contrôle sur ces décisions-là. Elles ont peut-être dit aussi qu'elles ne voulaient jamais être placées en résidence de soins de longue durée. Vous avez peut-être promis de ne jamais placer la personne en établissement de soins de longue durée. Ça, c'est très difficile. Surtout, je pense à la génération des gens un peu plus âgés où au mariage, là, hein, on va rester ensemble le plus longtemps possible, je te le promets. Et ce qui arrive souvent, c'est que c'est le proche aidant qui a des problèmes de santé, qui n'arrive plus à donner les soins à la personne qui a une démence. Et on sait très bien aussi que la démence, avec la progression, les facultés cognitives changent, le raisonnement, reconnaître que j'ai besoin de soins, de ne plus reconnaître que mon époux, non, mon épouse, ma fille est épuisée. C'est des éléments qui arrivent chez la personne qui a une démence. J'utilise le terme démence parce que c'est le terme global qui parle de tous les différents types de démence, qui est plus facile j'espère, pour les personnes de comprendre ce concept-là. Donc, que se passe-t-il lorsque nous avons promis de ne pas placer la personne en établissement? Que se passe-t-il si notre proche était ou est déterminé à ne pas être placé en établissement? C'est de là l'importance aujourd'hui. On va parler, j'ai mentionné, comment puis-je développer un réseau de soutien si moi je me sens comme ça pour pouvoir donner les soins à la maison, mais aussi à un moment donné de peut-être reconnaître que j'ai mes limites. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avoir des moments agréables avec la personne qui a besoin de soins, peut-être 24 heures sur 7, et que moi, je ne peux pas le faire. Le déménagement est l'une des principales causes du stress. On en a parlé du stress, on a parlé de tous ces éléments-là qui touchent dans la vie d'une personne et de ses proches. Il devient encore plus difficile de déménager à un autre endroit. Une personne qui souffre de démence, je l'ai mentionné, n'arrive plus à comprendre ou raisonner. Donc, plus on attend que la progression, et quand la progression avance, moins la personne est capable de comprendre ces aspects-là. Souvent, une personne atteinte de démence est incapable de résoudre les problèmes et c'est de reconnaître où et comment, et c'est avec l'aide des partenaires en soins dans la communauté qu'on va vous aider à reconnaître ces éléments déclencheurs-là. Donc, pour vous aider à la Société de la démence, c'est important de reconnaître aussi, chez le proche aidant, vous êtes tous, la résilience, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. La résilience veut dire surmonter des épreuves, l'habileté de s'adapter. Elle vous permet de faire face aux changements. Mais on le dit, c'est impossible de le faire seul. Donc, comment puis-je le faire avec de l'aide? Le genre d'aide qu'on peut voir, c'est de l'éducation, apprendre un peu plus sur la maladie, des trucs, des stratégies, la perception, peut-être d'avoir un élément plus positif, de centrer sur ce que la personne qui a la démence, ce qu'elle est capable de faire, moins sur les pertes cognitives, moins sur les épreuves. L'apparence personnelle aussi peut avoir un effet sur vous-même. Notre nutrition, l'exercice, le cercle de soutien, est-ce que c'est juste la famille? Est-ce que j'en ai un cercle de soutien présentement? Est-ce que je dois aller chercher au niveau professionnel du counseling qui est très acceptable? C'est peut-être un aspect que je dois remettre en question. Il y a certaines personnes qui tiennent un journal intime parce qu'en écrivant, ça m'aide à toucher à mes émotions et de reconnaître où je suis dans tout ça.
Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il y a des ressources communautaires qu'on doit avoir et qu'on doit bâtir ensemble pour vous donner le soutien que vous avez besoin. Donc, c'est important, c'est difficile d'accepter de l'aide parce que nous pouvons parfois avoir l'impression que cela ne reflète sur notre capacité d'être proche aidant. Hein? Ce n'est pas évident d'aller demander de l'aide parce que pour la majorité d'entre nous, ben, on a tous été indépendants. On veut gérer tout ce qu'on peut. On est capable aussi de pouvoir donner les soins comme on pense le mieux. Mais en réalité, il faut toute une communauté pour prendre soin d'une personne. Je le dis, on va le répéter souvent, c'est impossible quand une personne a une démence de pouvoir gérer les soins, les biens à tous les niveaux pour la personne autant et de prendre soin de vous-même. Donc, notre but, c'est de vous aider de penser, de passer de plus de temps de qualité avec votre proche et la personne que vous prenez soin et vous-même. Donc, la Société de la démence offre plusieurs programmes. Nous avons des intervenants en soins qui vont répondre à vos questions, qui vont même faire le contact individuel si vous avez besoin. Nous avons des groupes de soutien, des sessions d'information, des activités sociales qui pourraient ajouter au quotidien des familles pour justement meubler ce temps-là que des fois, c'est difficile à gérer. Je vous invite aussi à visiter notre site web pour en apprendre plus au sujet de nos programmes, nos services. On a un bulletin électronique que vous pouvez vous inscrire et c'était hebdomadaire. Donc, à ce moment-là, vous allez recevoir de l'information à tous les sujets, au sujet de nos événements des prochains mois et aussi des événements dans la communauté. Sur ce, je vous laisse la place pour la prochaine présentatrice. Je vais laisser le numéro et pendant que je présente la prochaine présentatrice, et on va changer les diapositives. Donc, bienvenue Lucie Lavigne, qui est gestionnaire au AIRLIS, qui est le réseau local d'intégration des services de santé. Lucie va pouvoir partager avec nous de l'information très importante. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Comme vous avez dit, oui, je suis coordinatrice de soins au AIRLIS de Champlain. Ça fait à peu près 7 ans que je suis dans cet organisme. Je travaillais auparavant avec les enfants, mais depuis à peu près 5 ans, je suis maintenant coordinatrice de soins dans les maisons de retraite, plus spécifiquement. Alors, comme vous connaissez peut-être, on a plusieurs équipes variées au AIRLIS de Champlain. On a des équipes qui travaillent avec la population dans la communauté, dans leur propre résidence. On a des équipes palliatives. On a aussi des équipes de soins plus court terme. Mon équipe à moi, on travaille spécifiquement dans les maisons de retraite. Et c'est très efficace comme équipe parce qu'on est vraiment... On passe 1 journée, 2 journées par semaine dans chaque de nos maisons de retraite. Alors, on apprend vraiment à connaître l'équipe, pas juste notre équipe à nous, mais leur équipe de chaque maison aussi. On connaît le personnel, on travaille vraiment ensemble, ce qui fait que les services sont beaucoup plus efficaces. La communication est meilleure et ça fonctionne très bien en ce moment. J'apprécie beaucoup les relations qu'on a développées avec les maisons de retraite variées dans la communauté de Champlain. Alors, ceci dit, aujourd'hui, je parle des maisons de soins de longue durée et comment rejoindre, comment appliquer
pour être sur une liste d'attente pour les maisons de soins de longue durée. Et aussi, je vais donner un peu la différence entre les maisons de retraite et les maisons de soins de longue durée comme endroit pour remplir les besoins de gens qui sont affectés de la démence, mais aussi peuvent avoir des difficultés physiques prononcées qui rend les choses plus difficiles à la maison et qui ont besoin de plus de soins, soit 24 heures sur 7 ou au besoin. Alors, je vais changer ici. On va voir si ça fonctionne. On voit la présentation, mais pour changer la slide. Avec la roulette, peut-être? Oh. Avec... OK, parfait. C'est pas moi qui l'ai fait, mais si quelqu'un peut le faire pour moi, par magie, ça sera apprécié. Alors, les coordinateurs de soins dans la communauté ont plusieurs fonctions. On évalue les besoins en matière de soins. On fournit les services essentiels de coordination. Comme vous êtes sûrement au courant, il y a beaucoup de différents players ou de différents facteurs et c'est souvent difficile d'accéder les services dont on a besoin. Alors, on est comme le point central pour être capable d'accéder à différents services dans la communauté. On évalue les patients en utilisant des outils de dépistage qui sont standardisés au travers de la province. Comme ça, si une personne arrive, disons, de Toronto, ça sera le même outil de dépistage va être utilisé ici à Ottawa, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour savoir quels soins donner. On assure le suivi du plan de soins de chaque patient et on facilite aussi l'accès aux services nécessaires. On peut changer la slide. Parfait. Alors, ça donne un peu la différence entre les maisons de retraite et les maisons de soins de longue durée. Alors, une maison de retraite, comme on voit à droite ici, c'est une maison privée et elle est sous la loi de la location à usage d'habitation. Alors, la même loi que quelqu'un qui loue un appartement ou un condo. Par contre, les foyers de soins de longue durée sont régis par le ministère des Soins de longue durée au travers du gouvernement de l'Ontario. Pour être admis dans une maison de retraite, c'est une négociation entre le client ou la famille et la maison de retraite spécifique. Les coûts, les services qui sont offerts par la maison de retraite peuvent varier énormément d'une maison à une autre. Alors, c'est souvent important pour les familles ou les clients de magasiner la maison de retraite du quartier, voir qu'est-ce qui convient mieux aux besoins, qu'est-ce qui convient mieux financièrement. Souvent aussi, ce qui arrive, c'est que, si on rentre dans une maison de retraite à un niveau indépendant et que les besoins changent au fur et à mesure, les coûts peuvent aussi augmenter de façon assez significative. Alors, c'est souvent important de demander dès le début quelle sorte de service on offre, quelle sorte de coûts est-ce que ces services vont apporter pour être vraiment au courant. Parce que, comme vous aviez dit, Monique, un déménagement est très difficile et on aime toujours mieux éviter les déménagements si c'est possible. Alors, il y a plusieurs maisons de retraite qui vont offrir des services palliatifs, ils vont offrir un niveau de soins très semblable aux maisons de soins de longue durée. Alors, c'est quelque chose qu'on peut aussi porter en considération. Mais effectivement, le coût est plus élevé souvent. Dans les maisons de soins de longue durée, l'admission est faite au travers du AirList de Champlain et les soins sont standards et les coûts sont aussi standards. Alors, au travers de la province de l'Ontario, une maison à Toronto, une maison à Renfrew, les soins vont être les mêmes et les coûts vont aussi être les mêmes. Et le coût qui est offert, alors en ce moment pour une chambre de base, c'est
à peu près 1891 par mois. Une chambre semi-privée est à peu près 2100 par mois et une chambre privée est 2700 par mois. C'est un coût qui ne montera pas, là, disons que demain, vous êtes plus capable de prendre soin de vos propres besoins du tout. Ce coût n'augmentera pas d'un jour à l'autre. Chaque année, les coûts montent un peu, de la même façon qu'un loyer monterait, là, mais ce n'est pas aussi significatif que dans les maisons de retraite. Par contre, si on peut retourner, désolée. Par contre, les périodes d'attente, c'est vraiment là où ça devient un peu plus difficile à gérer. Parce que, bon, pour être admis dans une maison de retraite, habituellement, il n'y a pas de temps d'attente très élevé. Il y en a qui ont des listes d'attente, mais c'est habituellement, il y a une chambre de disponible. Par contre, dans les foyers de soins de longue durée, le temps d'attente varie grandement entre un foyer à l'autre. Il y en a où les temps d'attente peuvent être de quelques semaines jusqu'à 5 à 7 ans à Ottawa précisément. Alors, c'est difficile de gérer quand est un bon moment pour aller sur la liste d'attente, surtout si on prend en considération qu'on doit peut-être attendre 5 à 7 ans avant de se faire offrir un lit. Maintenant, on peut changer. Parfait. Alors, les étapes de processus d'admission en maison de soins de longue durée commencent par le Airlist de Champlain. Si vous avez déjà un dossier d'ouvert au Airlist de Champlain et que vous avez déjà une coordinatrice de soins, alors la famille ou le client même peut contacter la coordinatrice de soins et dire, bon, ben, je pense que je suis prêt à commencer le processus pour être mis sur une liste d'attente. À ce moment-là, on va faire une évaluation face à face ou virtuelle maintenant avec COVID et déterminer si la personne est éligible et offrir le support nécessaire pour remplir les documents, les formulaires et tout ça. Si on n'a pas déjà un dossier d'ouvert avec le Airlist de Champlain, alors on communique avec notre département de intake et on peut dire « j'aimerais commencer le processus d'admission » et un dossier va être ouvert pour la personne, pour le client à ce moment-là. Et une coordinatrice de soins va contacter la famille ou le client pour commencer le processus. Alors, on peut tourner la page. Parfait. Demander les services, c'est quand? Et vous avez touché un peu sur ça, Monique, quand on commence à sentir qu'on n'est plus capable de compléter les services nous-mêmes étant la personne aidante. C'est sûr que le plus tôt possible pour avoir la personne commencer à accepter de recevoir un service d'une autre personne qu'un membre de la famille, c'est toujours plus facile. Quand on est prêt à accepter un lit, si un lit devient disponible, c'est ça qu'on dit, mais comme je disais avant, avec les temps d'attente qui sont si longs, c'est pas toujours faisable de dire « Ah oui, là maintenant j'ai besoin d'un lit, je vais mettre sur la liste d'attente », mais ça peut prendre quelques années avant que ce lit devienne disponible. Alors, c'est mieux d'appeler le Airlist de Champlain plus tôt que plus tard pour avoir cette discussion-là et le coordinateur de soins ou coordinatrice de soins va être capable de discuter des possibilités, des options qui sont disponibles pour mettre sur cette liste d'attente. Alors, oui, un coordinateur de soins effectuera une évaluation du client qui demande à être admis en SLD pour déterminer si le client est admissible. Ensuite, le médecin de famille sera aussi fait acheminer une évaluation de santé du client. Une fois que ça s'est complété, il retourne le document au Airlist et c'est ajouté au dossier du client. Et ensuite, on est capable de juger si le client est admissible ou inadmissible aux soins de longue durée. On peut changer. Merci.
Alors, les critères d'admission pour être admissible aux soins de longue durée, c'est soit avoir besoin de soins infirmiers jour et nuit, avoir besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, comme prendre un bain, manger, s'habiller, avoir besoin de supervision quotidienne sur place ou à des contrôles intervalles fréquents durant le jour. Et finalement, si aucun programme communautaire financé par le gouvernement existe pour satisfaire les besoins de façon le plus possible. Il y a un autre critère d'admission qui n'est pas mentionné ici et c'est plus spécifiquement relié aux vétérans. Alors, à Ottawa, le PERLI et le SLD qui est pour les vétérans. Ils ont aussi une aile pour la communauté, mais un vétéran peut demander à rentrer au PERLI même s'ils n'ont pas de critères mentionnés en haut ici. L'autre critère, c'est les couples. Alors, si un conjoint ou un partenaire d'une personne admissible n'a pas, lui ou elle, nécessairement les besoins pour être admis en soins de longue durée, mais que le conjoint, cependant, doit être admis, elle peut demander à rejoindre le conjoint en SLD. On dit couple, mais ça veut aussi dire des fois, si disons, souvent on a deux sœurs qui vivaient ensemble depuis très, très longtemps, une des sœurs doit maintenant déménager en SLD, l'autre sœur peut aussi entrer dans cette catégorie de couple pour être capable de la rejoindre. Alors, c'est vraiment une personne aidante qui habitait avec le client et qui désire déménager pour continuer dans ce rôle de personne aidante dans le nouveau foyer. Alors, un des rôles du coordinateur de soins, c'est d'évaluer la capacité du client à prendre une décision concernant la demande d'admission en SLD. Alors, ça, c'est une partie de l'évaluation qui va prendre place. Souvent, c'est l'évaluation initiale, mais des fois, on doit rencontrer la personne au cours de plusieurs reprises pour être capable de prendre une décision mesurée. Et c'est une décision qui est souvent difficile à prendre parce qu'on doit toujours aller du côté que la personne est capable, à moins que ça soit très évident qu'elle ne soit pas capable de prendre ses propres décisions. Alors, c'est une grande conversation à avoir avec le client, avec la famille. Et ce n'est pas souvent des conversations faciles parce que souvent, les personnes aidantes vont bien sûr essayer de maximiser l'indépendance du patient et de se faire dire en tant que patient ou en tant que personne aidante, votre conjoint ou votre père ou votre mère est incapable. Elle n'est plus capable de prendre ses propres décisions. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à entendre. Mais c'est une conversation qui est nécessaire. Alors, une fois qu'un client est jugé incapable de prendre ses décisions, à ce moment-là, on doit aller vers le mandataire spécial ou le procureur. Et c'est pour ça, comme vous avez dit, Monique, c'est très important d'avoir cette conversation-là et de prendre ces décisions-là avant que cette personne devienne incapable, pour qu'elle se sente au moins qu'elle a eu un impact, qu'elle a été capable de prendre la décision elle-même par rapport à qui va prendre des décisions pour elle dans le futur. Alors, pour être un mandataire spécial, il faut avoir au moins 16 ans et plus, être disponible, être capable d'être présent pour les rencontres, être présent pour le decision making, être capable de prendre une décision, évidemment. Et ça arrive des fois que, bon, Monsieur John dit « oui, je veux que ma femme soit mon procureur » et au moment où la coordinatrice ou le coordinateur de soins discute de ces options-là, bien, madame est aussi incapable de prendre la décision. Alors, c'est souvent important d'avoir quelqu'un de supplémentaire sur la procuration pour qu'on puisse continuer d'aller de l'avant avec le processus. Et, bon, vouloir prendre la décision. Et ça,
c'est souvent difficile aussi avec les conjoints parce qu'ils ne veulent pas être la personne qui dit « Bon, ben il faut que maintenant qu'on déménage » ou « Il faut que toi, tu déménages ». Et c'est pas une conversation facile. Donc, on peut changer de slide. Alors, le counseling qui est offert, c'est souvent beaucoup d'informations données, mais on est toujours disponible par téléphone ou par courriel pour reviser les informations parce que c'est vraiment beaucoup d'informations pour aller de l'avant avec les maisons de soins, les applications pour les maisons de soins de longue durée. On va parler du processus. Il y a multiples formulaires à remplir. Comme je disais aussi, le médecin de famille doit remplir le formulaire. Si une personne n'a pas de médecin de famille, on peut des fois demander à nos collègues qui sont infirmiers ou infirmières de venir faire leur évaluation aussi et ils peuvent remplir le formulaire. Si une personne habite en maison de retraite déjà, souvent ils ont des infirmières ou des infirmiers qui travaillent pour la maison de retraite qui sont aussi capables de remplir le formulaire. Alors, on parle aussi des coûts, évidemment. Comme je disais, il y a 3 différents coûts de mentionner ici. Avec COVID, par contre, et la pandémie, il y a eu des changements qui se sont fait parler de changements. On n'est pas trop sûr exactement qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans le futur, honnêtement, parce que les chambres de base habituellement sont des chambres où on a 3 à 4 résidents par chambre. On sait que ce n'est pas idéal par rapport aux maladies contagieuses. Alors, il y a des discussions en place pour réduire ça à 2 personnes maximum par chambre. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va avoir de l'air, mais c'est quelque chose à garder en tête. Une chambre privée, c'est vraiment une chambre avec sa propre salle de bain et un lit. Habituellement, il y a de la place pour un bureau, une télévision, une chaise, mais c'est pas gros. Et c'est aussi quelque chose qu'on discute longuement avec les familles. C'est que l'atmosphère est différente de ce qu'ils sont habitués à la maison et aussi différente de ce qu'ils sont habitués dans les maisons de retraite. Bon endroit. Et aussi, ça l'a changé beaucoup là, présentement avec COVID, parce que là, les visites face à face absolument, parce que de maison en maison, l'ambiance peut être tout à fait différente. Mais on a quand même des visites virtuelles qu'on peut faire sur le site web là, identifié. Ça donne une bonne idée de ce que les chambres ont l'air, de ce que la cuisine, le salon, les pièces d'activité communes ont l'air. C'est pas pareil que d'y aller face à face, mais ça l'aide un peu, surtout si on doit faire des décisions plus rapides en temps d'urgence. Discuter avec la famille, les amis, les voisins, il y a souvent quelqu'un qui va dire « Ah, ma tante était dans ce foyer-là, c'était très bien ». C'est de la bonne information à avoir, c'est certain. L'emplacement est très important, surtout si la personne aidante a de la difficulté à se déplacer en voiture ou si on reste plus en campagne avec l'hiver qui approche. C'est important d'être dans un endroit où on peut aller visiter aussi fréquemment que possible, surtout au début quand la personne s'ajuste à la nouvelle routine. L'ambiance, les repas. Il y a quelques maisons de soins de longue durée à Ottawa qui ont des aspects culturels. Alors, il y a une maison, les repas vont être plus spécifiquement quelque chose qu'eux vont prendre en considération. Une salle de bain, des fois, les salles de bain sont dans la chambre. Des fois, c'est des salles de bain jumelées à une autre chambre. Alors, c'est des questions à poser aussi. Et les temps d'attente, évidemment, c'est très important
comme discussion. Par contre, encore une fois, avec la pandémie, les temps d'attente ont beaucoup changé. Si on peut changer la slide. On parle pas c'est encore les questions à poser, là. Mais pour retourner au temps d'attente, on a une liste qui donne un temps d'attente approximatif. Alors, ça aussi, ça va être partagé avec vous si vous en faites la demande. Par contre, c'est vraiment une approximation. Et en ce moment, les temps d'attente sont vraiment différents parce que seulement les gens qui sont en situation de crise peuvent être admis dans un foyer de soins de longue durée. Alors, un résident normal, disons, dans la communauté qui n'est pas en situation de crise immédiate va avoir un temps d'attente beaucoup plus élevé que l'année dernière, disons. On peut... Oh, pardon, si vous pouvez retourner. Désolée. Alors, on peut choisir jusqu'à 5 foyers de soins de longue durée sur le formulaire de choix. On peut en choisir seulement qu'un, on peut en choisir 2, mais c'est un maximum de 5, à moins que ça soit une situation de crise. Évidemment que plus on choisit de foyers, plus nos chances d'avoir un lit rapidement augmentent. Mais je recommande tout le temps de choisir un foyer dans lequel on voudrait déménager. Pas seulement parce que le temps d'attente est court, mais vraiment parce qu'on se sent confortable à soit y aller nous-mêmes ou déménager notre mère ou notre père. Parce qu'au moment où on se fait offrir le lit, c'est important de dire oui, je veux ce lit parce que je me sens confortable et non d'hésiter à ce moment-là. Alors, on peut. Si la demande est acceptée, alors une fois que tous les formulaires sont remplis par la coordinateur de soins et par la famille ou le client, si le client est capable, on envoie ce package d'informations-là aux différents SLD choisis. Et ensuite, eux vont nous laisser savoir si la personne rentre dans les critères d'admission. Et habituellement, je dirais que c'est le cas. Il y a des fois où, disons, si on a des clients qui sont agressifs physiquement, peut-être qui sont plus agressifs de façon sexuelle, il y a des foyers SLD qui ne seront pas capables d'accepter ces clients-là s'ils n'ont pas assez de personnel pour vraiment superviser, pour pas que d'autres résidents soient impactés par ces comportements plus difficiles, mais c'est très rare. Si la demande est acceptée, on vous laisse savoir et le résident est admis sur la liste d'attente. Si la demande est refusée par un certain SLD, à ce moment-là, on discute avec la famille, avec la personne de d'autres choix qu'on pourrait rajouter sur la liste si nécessaire. Alors, oui, les clients sont inscrits à la liste d'attente en fonction des priorités et habituellement, c'est par ordre chronologique. Alors, on est sur la liste d'attente à partir de la date où notre demande a été acceptée. Par contre, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme je disais, les situations de crise, si la personne est agressive, si il y a la sécurité de la personne ou de la personne aidante qui habite avec est en jeu. À ce moment-là, les coordinateurs de soins peuvent demander à avoir le client mis sur une catégorie de crise pour que le placement se fasse de façon plus rapide. La réunion de conjoints aussi augmente la priorité. Alors, si, disons, monsieur est admis en SLD, sa conjointe, à ce moment-là, son niveau de priorité sur la liste d'attente va aussi augmenter pour qu'on puisse réunir le couple le plus rapidement possible. Il y a aussi les maisons de soins de longue durée avec un focus culturel. Les personnes qui
sont admis sur ces maisons, dans ces SLD-là, qui sont en dessous de ce focus culturel-là, vont avoir une priorité par rapport aux autres. Et aussi la même chose pour les vétérans au Pearly, vont avoir une admission prioritaire par rapport aux personnes de la communauté. Parfait. Vous pouvez changer. Alors, tout ça pour dire que le processus d'admission peut être assez long, surtout quand les temps d'attente sont approximativement entre 2 à 3 ans. Mais une fois qu'une offre de lit est faite, à ce moment-là, les choses se passent très vite. Alors, je dis toujours, on attend, et une fois que le lit est là, est disponible, ça se déroule très rapidement. Alors, une fois qu'un lit est disponible et que notre équipe de placement contacte la personne qui doit prendre la décision, alors si le client est capable, ça sera le client. Si le client est incapable, ça sera la personne désignée par la procuration. Notre équipe de placement contacte cette personne, va offrir le lit dans la maison désignée. Et ensuite, vous avez 24 heures pour être capable de dire oui, j'accepte le lit ou non, je refuse le lit. Alors, si le lit est accepté, à ce moment-là, l'équipe de placement et la personne qui accepte le lit peut naviguer la journée exacte de transition. Habituellement, c'est entre 5 à 7 jours pour organiser le déménagement. Alors, c'est assez rapide. Si le lit est refusé, par contre, c'est le dossier au complet qui ferme à ce moment-là. Alors, c'est souvent une conversation qu'on a plusieurs fois pendant l'attente d'un lit, parce que si on refuse le lit, c'est le dossier au complet qui ferme. Et non seulement le dossier avec le SLD spécifique, mais vraiment tous les autres SLD qui ont été mis sur la liste d'attente. Et à partir de ce refus-là, on doit attendre 3 mois avant de réappliquer pour une place en SLD, à moins qu'il y ait un changement là, assez significatif qui se produit dans l'état de santé de la personne. Alors, comme je disais, oui, une personne en situation de crise peut être admise plus rapidement en soins de longue durée. Et si vous pensez que vous avez besoin d'un placement d'urgence, contactez votre coordinateur de soins le plus rapidement possible pour discuter des critères d'admission et pour ensuite demander plus de choix si nécessaire pour faciliter le placement le plus rapidement possible. Ça, c'est le Ligne Santé Champlain. Je suis sûre que vous connaissez ce website aussi, mais il y a plusieurs informations sur toutes les maisons de soins de longue durée dans la région de Champlain. Ils offrent aussi de l'information sur les temps d'attente plus spécifiquement par maison. On peut faire le tour virtuel des maisons de soins de longue durée, ce qui est très important ces temps-ci. Il y a plein de questions qui ont été posées. Si vous avez des questions, mais comme je dis, n'hésitez jamais à nous contacter aussi au AirList. Alors, je peux envoyer ce slide deck pour vous si vous voulez partager avec les personnes qui sont en ligne en ce moment. Là. On peut changer la page. Et comme vous avez dit, Monique, c'est pas facile de déménager. C'est jamais facile pour n'importe qui, mais c'est encore plus difficile quand on a des problèmes cognitifs, qu'on n'est pas capable de réaliser qu'on doit déménager, pas juste pour nous, mais aussi pour la personne aidante. Moi, dans mon travail de tous les jours, j'ai souvent les discussions par rapport au futur avant que la personne qui a peut-être la démence ou commence à avoir des problèmes cognitifs. J'aime le faire avant que cette personne-là soit plus capable de participer à la conversation. Alors, ça facilite souvent le déménagement, le choix, si on est capable de prendre en considération les désirs de la personne, même si cette personne est incapable de prendre une décision, au moins d'en discuter avec elle, ça l'aide beaucoup la transition. Ça, c'est un slide que je ne suis pas trop sûre si les numéros continuent à être relevants là, en ce moment. C'est les temps d'attente en jours ici.
pour chaque maison de soins de longue durée. Alors, c'est sur le site web, mais comme je dis, avec la pandémie, ces temps d'attente-là, je ne sais pas si c'est encore la même chose, mais ça vaut la peine de regarder quand même. Moi, j'offre la liste à mes clients quand on commence la discussion sur les soins de longue durée. Alors, partout dans la province, on a un numéro pour communiquer avec nous, avec des gens bilingues qui vont être capables de donner de l'information. Alors, c'est le 310-2222. Et ce n'est pas seulement pour la région de Champlain, mais vraiment partout dans la province de l'Ontario. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça répond aux questions et aux attentes. N'hésitez pas à me laisser savoir si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit. Merci, Lucie. Donc là, c'est la période de questions. Donc, ce serait important si vous avez... Moi, j'en ai des questions. Mais s'il y a des gens dans le groupe qui aimeraient poser des questions, vous avez la chance d'avoir Lucie là, qui peut répondre à vos questions qui sont peut-être un peu plus détaillées. Ben moi, j'en ai, Lucie. Si jamais, ça peut peut-être générer d'autres questions. Donc, vous parliez au début au niveau des frais là, de chambres privées, semi-privées et de base. Est-ce que c'est, quand on fait l'évaluation de ça, est-ce que c'est basé sur le revenu de la... Comment ça fonctionne, ça? Oui, alors, pour une chambre de base, ce sont les seules catégories de chambres qui peut avoir une subvention supplémentaire du gouvernement. Alors, si une personne est incapable de payer le montant de la chambre de base, à ce moment-là, on peut appliquer pour recevoir une subvention pour que le reste des frais soit couvert. Mais ça s'applique seulement sur la chambre de base. Alors, si on désire avoir une chambre privée, une chambre semi-privée, à ce moment-là, il faut être capable de débourser le frais nous-mêmes. Hein? Okay. Ça, c'est avec la coordonnatrice que vous regardez les finances et tout ça, puis là, c'est là que... OK, oui. Parfait. Oui. Quand on parlait aussi de processus d'admission, puis moi, souvent, j'ai des gens qui me disent, ben, je pense que je vais mettre le nom de mon époux là, parce que peut-être dans 5 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est une option ou pas, probablement, présentement? Techniquement, ce n'est pas supposé être une option. On est supposé être sur la liste d'attente parce qu'on est prêt là à déménager. On est supposé être mis sur la liste d'attente parce que oui, si demain il nous téléphonait, on dirait oui. Honnêtement, c'est très difficile à juger parce que, comme vous dites, les temps d'attente varient tellement que souvent, il y a des gens qui vont nous dire ce que vous venez de dire. Je pense donc ça, c'est une conversation à avoir. C'est pas supposé être fait, mais c'est définitivement une conversation qu'on a avec les familles pour offrir aussi d'autres services qui sont peut-être disponibles, dont on n'avait pas nécessairement pensé. Pour en revenir aux maisons de retraite, il y a de plus en plus de maisons de retraite qui offrent un service très, très, très semblable aux maisons de soins de longue durée. Alors, il y a beaucoup de recherches à faire de ce côté-là aussi avec les familles, surtout s'ils veulent rester ensemble, parce que ce qui arrive souvent dans un déménagement en maison de soins de longue durée, c'est qu'il va y avoir un individu qui va déménager peut-être plus rapidement et l'autre va attendre des fois plusieurs mois, peut-être 1 an avant de rejoindre, ce qui est souvent très difficile pour les couples. Alors, dans les maisons de retraite, il n'y a pas ce temps d'attente nécessairement, ce délai à rejoindre l'autre. Merci. J'aurais peut-être une autre question. Avant, justement, quand le proche aidant pense à faire cette décision-là, on a parlé un petit peu de services à domicile, tout ça. Donc, une fois que la personne
fait une demande pour des soins à domicile. C'est surtout, là, ça, j'aimerais ça clarifier. Est-ce que c'est surtout soins personnels quand la personne a besoin d'aide pour le bain, s'habiller, ces choses-là? Et combien de temps ça prend une fois que la demande est faite pour avoir le service? Oui, OK. Alors, bonne question. Et j'allais revenir là-dessus par rapport aux services qu'on offre au Airlist de Champlain, parce que souvent, les gens dans la communauté ne sont pas nécessairement au courant de nos services. Ils connaissent les soins d'aide personnelle comme l'aide pour donner la douche, l'aide pour s'habiller le matin et se déshabiller le soir. Mais on offre aussi des services d'ergothérapie, de physiothérapie, bon, j'oublie le nom en français, mais de speech language therapy, orthophonie, des services de diététicienne, de travail social. Alors, c'est le côté un peu plus obscur, je pense, du Airlist de Champlain. On a aussi un service infirmier, infirmier palliatif. Mais souvent, c'est l'aide à la maison, l'aide à domicile qui va être le plus demandée. Alors oui, nos temps d'attente varient significativement, dépendamment de la priorité de la personne. Alors, le rôle de la coordinatrice de soins va être de faire une évaluation assez complète des besoins, de l'impact que les besoins ont sur la personne aidante, si la personne aidante a d'autres individus qui peuvent assister aussi. Et tout ça va donner un score qui va déterminer la priorité de la personne. Alors, les temps d'attente en ce moment peuvent vraiment varier entre quelques jours si le besoin est très grand, jusqu'à quelques mois si le besoin est moins grand. Ce que je recommande souvent à mes clients, c'est surtout les clients qui sont plus réticents à accepter de l'aide, c'est on a de la discussion, on va vous mettre sur la liste d'attente. Ça peut prendre quelques semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois avant que le service commence. Alors, c'est bien de le faire tout de suite avant qu'on en ait vraiment besoin dans le futur. Et aussi, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va débuter avec une douche. On peut dire, la dame va venir vous aider avec la douche. Elle peut rester en dehors de la douche si vous voulez continuer à avoir votre indépendance dans la douche. Mais au moins, on a quelqu'un qui est ici au cas où il y a une chute, au cas où vous ayez besoin d'aide avec une des tâches. Et souvent, ça l'aide à accepter l'aide, surtout avec les personnes qui veulent, et tout le monde veut rester le plus indépendant possible. Et c'est notre but aussi de notre côté. Mais comme vous aviez dit, moi, ce que j'aime voir, c'est quand les personnes ont de l'énergie pour faire des choses qu'elles aiment plutôt que de dépenser toute leur énergie sur s'habiller, se déshabiller, prendre la douche. Et une fois qu'on est habillé, on est tellement fatigué, on a manqué de tomber qu'on n'est plus capable de faire des activités qui nous apportent du plaisir. Alors, c'est dans ces moments-là que moi, j'aime voir l'acceptance de l'aide de la communauté. Bon, une autre question. Dans les placements de crise, parce que je pense malheureusement avec la situation présentement, les gens ont moins accès à des services, sont plus isolés, tout ça, puis moins de soutien. Est-ce que dans ce cas-là, c'est le proche aidant, en fin de compte, qui doit communiquer, comme je pense que vous avez mentionné, avec sa gestionnaire, ou même est-ce que c'est aussi une option d'en parler à son médecin de famille et dire, moi, j'en peux plus, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, définitivement. Souvent, moi, de mon côté, parce que je suis dans les maisons de retraite, j'ai la chance parce qu'ils sont bien entourés dans la maison de retraite habituellement. Il y a plein de gens qui sont là pour leur apporter du support. Alors, les directeurs de soins dans les maisons de retraite vont me contacter directement pour dire, bon, madame a dit qu'elle est plus capable, est-ce qu'on peut faire une réévaluation des besoins? Est-ce qu'on peut rajouter des soins supplémentaires pour l'aider ou est-ce qu'on doit maintenant considérer un déménagement en soins de longue durée? Mais définitivement, si un médecin nous téléphone et nous dit, bon, madame a dit, est plus capable, est-ce que c'est possible d'avoir une réévaluation? Ça sera notre priorité, définitivement. Puis dans ces placements de crise-là, est-ce que le proche aidant a droit au choix qu'elle a fait ou
justement, à cause que c'est un placement de crise, il y a moins de choix? C'est une excellente question et c'est une question que je me fais poser souvent parce que la famille, surtout, a souvent peur que si on accepte un placement de crise, ça veut dire que mon proche va être placé n'importe où dans la région de Champlain. Est-ce que je vais être capable d'aller les visiter? Est-ce que ça va être possible pour nous de continuer avec ça? Et ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, si on est accepté à un placement de crise à cause d'un besoin spécifique qui impacte la santé et la sécurité, ça sera seulement pour les choix qui ont été faits initialement. Alors, la personne va être montée en haut de la priorité pour les choix qui ont été faits. Par contre, notre manager, nous-mêmes aussi, on va vraiment pousser la famille à rajouter des choix supplémentaires pour que le processus se fasse le plus rapidement possible. Mais une personne ne sera jamais placée dans un endroit, à Cornwall, si la personne habite à Kanata parce que il y avait un lit de disponible là. Non, il faut vraiment que le choix soit fait par la famille avant que ça soit considéré. Ben, c'est rassurant de savoir. Puis aussi rassurant de savoir que vous travaillez de près avec les professionnels de la santé, justement, pour pouvoir trouver une solution qui va répondre aux besoins du proche aidant et de la personne qui a besoin de soins. Oui. C'est très important et c'est pour ça que j'aime vraiment la collaboration dans les maisons de retraite qu'on a développées. Ça rend les choses beaucoup plus facile pour la famille, pour le résident. L'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que dans la communauté, disons qu'on habite encore dans notre propre maison, qu'on a besoin d'aide pour la douche ou pour les services de soins personnels, on a un minimum qu'on doit mettre dans la communauté. Alors, c'est 45 minutes minimum parce que la préposée se déplace pour seulement une personne pour aller donner les soins. Dans les maisons de retraite, on a un peu plus de flexibilité parce qu'on a plusieurs préposés qui sont déjà intégrés dans la maison de retraite. Alors, on peut offrir des segments de 15 minutes plutôt qu'un minimum de 45 minutes, ce qui donne vraiment un plan de soins plus spécifique aux besoins de la personne. Et les heures qui sont allouées peuvent aller un peu plus loin, disons, dans les maisons de retraite que dans la communauté. Parfait. Oui, parce que je pense que les gens ne sont pas toujours conscients que parce qu'on déménage dans une maison de retraite, qu'on n'a plus accès à ces services-là. Puis oui, c'est le cas. C'est oui, et souvent, nos préposés des agences qu'on a dans les maisons de retraite travaillent très, très proche avec le personnel des préposés des maisons de retraite et c'est des relations excellentes qui se développent et ils connaissent bien les clients. C'est souvent les mêmes personnes jour après jour. Alors, c'est bon, un bon support qu'on a dans les maisons de retraite. Et quand une personne reçoit des services à domicile pour soins personnels, avec une agence de soins, de services de soins. Est-ce qu'une fois qu'on a accès à ces services-là et puis on veut des changements ou on veut ajouter des heures d'aide de plus, est-ce qu'on fait les arrangements avec l'agence ou on doit recommuniquer avec la gestionnaire? Oui, communiquer avec la gestionnaire, surtout si c'est pour une discussion autour d'avoir plus de temps supplémentaire, c'est au travers de la gestionnaire que ça doit être fait. Et dépendamment des besoins, encore une fois, ce temps supplémentaire doit être mis sur la liste d'attente. Alors, c'est toujours mieux d'en discuter avant que le besoin soit très pressant pour qu'on ait le temps de se préparer, de mettre sur la liste d'attente pour qu'une fois que le besoin est vraiment pressant, ça soit disponible. Merci. Mais on doit, moi en tout cas, j'essaie de voir mes clients tous les 3 à 6 mois, c'est pas toujours faisable, mais je suis toujours communicable, soit par courriel, par téléphone, et on a aussi nos assistantes administratives qui retournent des appels si on n'est pas disponible pour demander plus d'informations. Alors, n'hésitez jamais à contacter votre coordinatrice de soins
pour discuter des plans de soins, des services en place, si on veut rajouter des choses ou quoi que ce soit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires? Donc, je voudrais remercier Lucie pour nous avoir partagé l'information qui était très, très, très intéressante, qui nous ouvre aussi un petit peu là, un aperçu du processus, de comment aller de l'avant avec certaines décisions. On a l'information, vous avez partagé l'information de comment communiquer avec le AirList. Et pour les membres de famille qui voudraient en savoir plus au sujet des programmes et services à la Société de la démence, vous pouvez communiquer avec nous, avec l'information que nous avons partagée au début de la présentation. Je pense que je n'ai pas mentionné mon nom, mais c'est Monique Thibault. Je suis intervenante à la Société de la démence. Et puis, mon rôle, en fin de compte, c'est de partager l'information. Je fais beaucoup de programmes en éducation et je rencontre les gens qui ont des diagnostics de démence et leurs proches sur une base régulière. Donc, merci d'être là et au plaisir de vous revoir. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir.